J'avais 14 ans, une soirée banale, il était environ 21 heures. Je gardais mon petit cousin chez lui pendant que ma mère et ma tante faisaient des courses. Mon père et mon oncle étaient au cinéma. Mon cousin, qui avait environ 7 ans à l'époque, jouait avec ses jouets dans le salon pendant que je regardais la télévision distraitement. C'était la première fois que je me retrouvais seule à la maison avec un enfant la nuit, et je me sentais mal à l'aise. Une sensation étrange, indéfinissable, qui me rendait anxieux. J'ai essayé de me secouer, pensant que c'était juste le trac d'être responsable d'un enfant. Au bout d'un moment, j'ai décidé de me lever et d'aller vérifier les serrures de la porte arrière. Je voulais m'assurer que tout était en sécurité, vu l'obscurité dehors. Après avoir confirmé que la porte était bien verrouillée, j'ai traversé la cuisine. C'est là que j'ai compris ce qui me mettait si mal à l'aise. Dans la fenêtre, il y avait un homme, hirsute et négligé, avec une barbe mal taillée et des vêtements usés et déchirés. Il se tenait là, planté devant la fenêtre, les yeux fixés sur mon cousin. Mon cœur s'est emballé et un sentiment de protection m'a envahi. Faisant comme si je ne l'avais pas vu, je me suis retournée vers mon cousin, essayant de garder une voix calme. « Hé mon pote, on monte à l'étage. Nos parents ne vont pas tarder et ils ne veulent pas que tu te couches trop tard. » Je l'ai emmené en haut et l'ai mise au lit, tout en sachant qu'un homme nous observait. Je me sentais capable de me défendre, si besoin était. Après avoir couché mon cousin, je suis redescendue précipitamment. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai attrapé un attendrisseur à viande, un outil lourd en forme de marteau qui, je l'espérais, pourrait me servir d'arme. En me retournant vers la fenêtre, mon cœur a fait un bond. Il avait disparu. J'ai sprinté jusqu'à la porte d'entrée et j'ai vérifié les serrures. Le verrou et la poignée étaient bien en place. J'ai ressenti un léger soulagement, mais de courte durée. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression qu'il était toujours dans les parages. Je suis remontée en courant et je suis entrée dans la chambre de mon cousin, en fermant la porte derrière moi. Je me suis assis devant, bloquant l'accès avec mon corps. Mon cousin, voyant mon air grave, m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, de rester couché et de ne pas faire de bruit. J'ai vite saisi mon téléphone et composé le 112. L'opérateur a répondu et j'ai expliqué la situation, la voix tremblante. Il m'a assuré que des policiers seraient dépêchés immédiatement. Cependant, il m'a informé qu'il faudrait environ 30 minutes pour qu'ils arrivent. Après cela, j'ai appelé mon père et mon oncle, mais je savais qu'ils étaient à au moins 45 minutes. J'ai raccroché et me suis assis en silence, serrant fermement l'attendrisseur à viande. Je ne voulais pas effrayer mon cousin, mais une peur profonde m'envahissait. Soudain, j'ai entendu un grand fracas, suivi du bruit distinct du verre brisé. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai réalisé que l'homme avait cassé une fenêtre. J'entendais des pas lourds se déplacer au rez-de-chaussée. Je me suis penchée vers mon cousin et j'ai chuchoté « Calme-toi, cache-toi sous les couvertures et ne fais pas de bruit. » J'entendais l'homme bouger en bas et c'était terrifiant. Chaque craquement du plancher semblait amplifié dans le silence de la maison. La nuit du 13 février 2023, veille de la Saint-Valentin, s'est transformée en un cauchemar bien réel, loin des histoires de fantômes ou de phénomènes paranormaux. Mes parents
avaient décidé de s'offrir leurs premières vacances en tête-à-tête depuis ma naissance et celle de mon frère, me laissant seule avec Duke, notre fidèle berger allemand. Leur absence devait durer 8 jours et les premières nuits se sont déroulées sans incident. Mais la 3e nuit, tout a basculé. J'avais installé mon campement sur le canapé du salon, mon ancienne chambre ayant été transformée en bureau pour le télétravail de mon père. Duke, un géant au cœur tendre, veillait paisiblement à mes pieds, me procurant un peu de réconfort dans le silence de la nuit. Vers 3 heures du matin, je me suis endormie profondément, ignorant tout du chaos qui se préparait à l'extérieur. Soudain, un bruit assourdissant m'a brutalement réveillée. Une détonation qui a résonné dans toute la maison. Duke s'est dressé d'un bond, aboyant à perdre haleine, ses grognements graves déchirant le silence. Le cœur battant la chamade, j'ai tenté de comprendre ce qui se passait. Était-ce le tonnerre? Un pot d'échappement qui explosait? La peur m'a envahi, mais mon premier réflexe a été de calmer Duke. Alors que je commençais à me redresser sur le canapé pour le rassurer, un cri de femme, terrifiée, a percé la nuit. Un cri de pure panique qui m'a glacé le sang. Avant que je puisse réagir, une seconde détonation, plus sèche et plus violente que la première, a retenti. Des éclats de bois ont giclé sur mon visage, atteignant mon œil, tandis que le mur derrière moi tremblait. La vérité m'a alors frappé de plein fouet. Une horreur venait de se produire. 6 éclats. C'étaient des fragments du mur, projetés par la force de la balle, ou par le corps de la victime qui s'y était écrasé. Si je m'étais redressée comme prévu, je me serais trouvée à quelques centimètres du danger. L'adrénaline montant en flèche, j'ai composé le numéro d'urgence, mes doigts tremblants sur le clavier. La voix calme de l'opératrice m'a aidé à reprendre mes esprits, tandis que je tentais de lui expliquer le chaos qui se déroulait chez mes voisins. Après m'avoir assuré que toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées, je me suis assis en silence, tendant l'oreille pour entendre la suite. Quelques minutes plus tard, le hurlement reconnaissable des sirènes de police a déchiré l'air, suivi des ordres hurlés des agents et du fracas de la porte de mon voisin défoncée. Le cœur battant la chamade, j'ai observé la scène depuis ma fenêtre, l'angoisse me tenaillant tandis qu'ils appréhendaient l'homme et l'emmenaient. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis finalement résolue à sortir pour parler aux policiers encore présents. D'une voix tremblante mais déterminée, j'ai raconté tout ce que j'avais entendu. Les cris, les coups de feu, les éclats de bois qui avaient giclé sur moi, sachant à quel point j'étais passée près du pire. Les jours suivants, j'ai été entraînée dans un tourbillon de procédures judiciaires. J'ai reçu une citation à comparaître pour témoigner contre mon voisin, qui prétendait que le coup de feu était accidentel. Mais je connaissais la vérité. J'avais entendu ce cri désespéré avant la seconde détonation, et il ne faisait aucun doute pour moi qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. L'idée de le croiser au tribunal me remplissait d'effroi. Il habitait juste à côté, et s'il était acquitté, je savais qu'il n'hésiterait pas à se venger. Le jour du procès, je me suis assis dans la salle d'audience, l'air chargé de tension. J'étais nerveux, mais je comprenais l'importance de mon témoignage. Lorsque mon tour est venu de prendre la parole, une vague d'angoisse m'a submergée. Je me suis efforcée de parler clairement, en relatant les événements de cette nuit-là dans les moindres détails. J'étais déterminée à transmettre l'horreur dont j'avais été témoin, la
réalité de ce qui s'était passé juste derrière les murs de ma maison. Fort heureusement, le procureur était fermement décidé à faire en sorte que justice soit rendue. Après plusieurs jours de tension au tribunal, le verdict est tombé. Mon voisin a été reconnu coupable de meurtre et condamné à plus de 20 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Un immense soulagement m'a envahi. Le cauchemar était enfin terminé et il ne représenterait plus une menace pour personne. Des années plus tard, le souvenir de cette nuit fatidique reste gravé dans ma mémoire. Je repense souvent à la façon dont j'ai frôlé une issue bien différente. Mon voisin, aujourd'hui septuagénaire, purge sa peine loin d'ici, tandis que j'ai continué ma vie. Mais je n'oublierai jamais le son de ce cri, ni les éclats de bois qui ont atteint mon œil. C'était une nuit qui allait tout changer. C'était le cœur de l'été, et mes parents étaient partis pour le week-end dans notre maison de Cape Cod. Un trajet d'environ 2 heures, rien de bien méchant pour les laisser seuls quelques jours. Maman avait préparé des pâtes à réchauffer, et j'avais de l'argent si je voulais commander une pizza. Tout allait bien. La première nuit, je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin à jouer à la Xbox, me réveillant donc très tard le lendemain. J'ai regardé mon téléphone et il était un peu après 13 heures. J'avais prévu de jouer au hockey de rue avec mes amis à 15 heures. Alors, je me suis jetée hors du lit et suis allée tituber sous la douche. Je prends de très longues douches, alors quand mes parents sont absents, je deviens fou. J'étais là-dedans depuis 45 minutes environ, parcourant Reddit et Twitter, quand j'ai entendu ma porte d'entrée s'ouvrir. La salle de bain est directement en haut des escaliers depuis la porte arrière, et cette chose est assez bruyante quand elle s'ouvre et se ferme. J'ai immédiatement figé, étant donné que, de toute évidence, je devais être seule. J'ai attendu environ 2 minutes, les oreilles tendues pour entendre quoi que ce soit d'autre. Rien. J'ai pensé que c'était juste le vent, ou peut-être que mes parents étaient rentrés plus tôt. Alors j'ai coupé la douche, me suis enveloppée dans une serviette et me suis lentement dirigée vers le bas des escaliers pour vérifier. Les escaliers menant à la cuisine, où se trouve la porte arrière, sont étroits et entourés de murs, donnant l'impression de descendre une version plus étroite d'une cage d'escalier. Cela signifiait que je ne pouvais pas voir dans la cuisine avant d'avoir atteint le bas. Même si ma maison est vieille et que les escaliers grinçants annonçaient chacun de mes pas, j'ai pris mon temps, essayant d'être aussi silencieux que possible. Il m'a probablement fallu environ 45 secondes pour descendre les 12 marches. Lorsque j'ai atteint l'avant-dernière marche, juste avant de pouvoir voir dans la cuisine, je me suis arrêtée un instant pour rassembler mes pensées. Au fond de moi, je savais que j'étais ridicule. Il n'y avait aucune raison de penser que quoi que ce soit se trouvait dans la cuisine. Je n'avais entendu aucun autre bruit, et s'il y avait eu des cambrioleurs, ils ne seraient pas restés dans la cuisine. Après m'être mentalement réprimandée pour avoir été une telle mauviette, j'ai laissé échapper un rire nerveux et j'ai descendu avec assurance les 2 dernières marches, tournant au coin de la cuisine. Debout à environ 60 cm de moi au milieu de ma cuisine, se trouvait un homme qui me fixait droit dans les yeux, parfaitement immobile, avec un énorme sourire sur le visage. Ce dont je me souviens le plus vivement, ce n'était pas son visage ou son sourire, mais ses bras. Il n'était pas simplement à ses côtés.
Il les tenait dans la position la plus étrange et la plus anormale que j'ai jamais vue. Il les avait fait pivoter au point qu'ils étaient presque complètement inversés, les soulevant vers le haut et un peu derrière lui. Je ne sais pas pourquoi je me souviens autant de cela, mais c'était tout simplement la position la plus démoniaque et la plus anormale que j'ai jamais rencontrée. Honnêtement, je crois que j'ai failli avoir une crise cardiaque à ce moment-là. Avec le recul, je peux réaliser à quel point cette situation était effrayante. Mais sur le moment, j'ai juste fait un pas vers lui et je l'ai frappé aussi fort que j'ai pu à la mâchoire, en le giflant et en le poussant à moitié vers le sol. Dès que j'ai fait mouche, j'ai dévalé les escaliers, laissant tomber ma serviette dans la cuisine, le cœur battant la chamade. J'ai sprinté dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Sans même réfléchir, j'ai immédiatement appelé le 101 et, presque en larmes, j'ai raconté à l'opérateur ce qui s'était passé. Alors que j'étais assis sur le sol de ma chambre, pratiquement en position fétale, fixant la porte et priant pour qu'un policier arrive bientôt, j'ai remarqué que la lumière provenant de l'espace sous ma porte s'était arrêtée. Le salaud se tenait devant ma porte. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment que j'ai eu. J'étais paralysée par la peur, regardant l'ombre à travers le bas de la porte se déplacer de manière infime. Je suis restée recroquevillée, fixant l'espace, priant pour que l'homme s'en aille pendant ce qui m'a semblé être une heure. Alors que l'opératrice du 911 répétait, désespérée, « Allô? Monsieur, vous êtes là? Allô ?» Je restais immobile, terrifiée. Je ne voulais surtout pas faire le moindre bruit. Et même si j'avais eu la force de bouger mes bras pour approcher le téléphone de ma bouche, je ne pense pas que j'en aurais été capable. Finalement, une faible lumière réapparut dans l'entrebâillement de la porte et j'entendis le craquement à peine audible des planches de bois sous des pas lents se dirigeant vers le couloir. Un silence interminable s'installa pendant de nombreuses minutes. Recroquevillée sur moi-même, j'étais incapable du moindre mot. Soudain, des coups retentirent à la porte d'entrée, suivis du bruit de 2 agents de police pénétrant dans la maison. Un sentiment de sécurité m'envahit enfin. J'ouvris la porte et les vis se tenant là, devant moi. J'ai failli pleurer. Aujourd'hui, mes parents ne me laissent plus jamais seule à la maison. Dieu merci. Et je vérifie chaque serrure avant de me coucher. Il m'arrive encore de faire des cauchemars, et mon cœur s'emballe dès que je vois quelqu'un immobile. Mais je vais bien. Malgré le travail des portraitistes et plusieurs séances d'identification, la police n'a jamais retrouvé l'individu qui s'était introduit chez moi. Cette pensée me donne des frissons à chaque fois que je regarde dehors, avec l'appréhension de le voir, debout de l'autre côté de la rue, souriant sous un lampadaire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait, ni de qui il était.